Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de participer à notre 8e webinaire. Donc, je me présente, Valentin Blanlot, je suis chargé de projet chez Isogeo et je suis accompagné de Clotilde Pinault, responsable marketing et communication chez Isogeo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Léaubé, donc point de contact Inspire en France. Marc reviendra sur la journée Inspire qui s'est tenue la semaine dernière à Paris et nous fera un point de situation sur la mise en œuvre de la directive Inspire en France. Nous accueillons également Ingrid Bruggioni et Aurélien Grelier, animateurs et administrateurs de la plateforme départementale geomayenne.fr, ouverte à tous depuis le 23 octobre dernier et que je vous invite vivement à aller visiter. Ingrid et Aurélien reviendront sur la démarche de catalogage qu'ils ont mis en œuvre pour faciliter le partage de l'info. Formation géographique entre les territoires mayennais. Avant de donner la parole à nos invités, je vous informe que nous sommes ensemble jusqu'à 16 h. À tout moment, vous pouvez poser vos questions en utilisant le module de chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Donc nos invités y répondront à la fin des interventions. Ils peuvent également y répondre pendant le webinaire s'il y a des questions très précises qui sont posées à l'un des interlocuteurs. Donc les présentations vous seront envoyées par mail dès demain, ainsi qu'un lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et de donner la parole à Marc. Bonjour, donc le souhaite activé, bonjour. Donc la demande qui m'a été faite par Isogeo était de refléter ici le principal de ce qui s'est dit à la journée Inspire du CNIJ du lundi de la semaine dernière. Et en fait, on m'avait demandé dans cette journée du CNIJ de faire une évaluation. J'ai préféré faire quelque chose d'un peu plus général parce que la question que je posais aux gens dans la salle et que je vous pose aussi par la même occasion, c'est pourquoi sommes-nous là? Moi, mon métier est de négocier, de mettre en œuvre la directive Inspire, c'est-à-dire en gros d'expliquer comment vous devez la mettre en œuvre. En fait, en résumé, nous sommes là pour rendre l'accès aux données géographiques facile et efficace. C'est-à-dire qu'on a mis en œuvre la négociation Inspire et nous, les autorités françaises, on a signé Inspire parce qu'on avait rencontré depuis déjà plusieurs années dans la diffusion des données publiques sur Internet un certain nombre de difficultés. Et c'est ce bouton-là pour passer. Ouais. Et donc les problèmes qu'on avait, qu'on a essayé de corriger, c'était les problèmes de disponibilité. Comment je fais pour trouver l'information et savoir si elle est disponible. Sa qualité, donc ça c'est évidemment les métadonnées. Comment je sais si cette donnée correspond à mon besoin de précision, de mise à jour, etc. pour mes missions propres. Des problèmes d'organisation, on ne sait jamais qui fait quoi. Chacun a le droit de publier et de fabriquer les données qu'il veut, mais on n'a pas tous la même légitimité, on n'a pas tous les mêmes compétences. Donc la question de l'organisation est très importante au niveau des territoires, et c'est pour ça que les plateformes, qu'elles soient régionales, thématiques ou maintenant départementales, sont aussi intéressantes. Les problématiques de l'accessibilité, je sais qu'une donnée existe, mais en réalité j'en ai besoin chez moi pour faire les analyses spatiales et les mises en œuvre dont j'ai besoin. Et puis la mise en commun des informations géographiques. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais un directeur général qui nous disait au moins une fois par an, vous êtes responsable de l'argent du contribuable. Et voir que nous sommes un certain nombre à toujours refaire les mêmes données avec l'argent du même contribuable est en effet un problème qui n'est pas seulement déontologique. Et tout cela, c'est en fait issu des considérants, c'est-à-dire de la décision politique qu'il y a au début d'Inspire. Donc c'est pas Bruxelles qui nous a imposé quoi que ce soit, c'est nous les États qui avons souhaité avoir un cadre juridique en constatant que le volontariat ne suffisait pas à répondre aux objectifs. Et donc à la question où en est-on, j'ai souhaité répondre par cette courbe qui est une courbe d'habitude appliquée aux technologies. Donc le schéma en clair, il y a une innovation technologique. Donc d'un seul coup, les gens disent, ça y est, avec Inspire, je vais pouvoir gérer mon territoire, élever mes poussins et nourrir mon chat. Et puis, bien évidemment, il y a une partie de ces attentes qui sont irréalistes, parce que je n'ai pas de chat. Et évidemment, comme on a beaucoup promis, les gens se retrouvent confrontés à des promesses qui ne sont pas tenues. Et tout le monde a tendance à considérer que tout cela, finalement, était
était du rêve, de l'utopie et n'avait aucun intérêt. Et donc il y a une désillusion assez forte. Et puis petit à petit, les promesses s'affinent, les technologies mûrissent, les compétences humaines s'améliorent et on attend une progression réelle des fonctionnalités, puis un plateau de productivité. Alors, ce qui est intéressant dans le cas d'Inspire, c'est qu'on a en fait un certain nombre de piliers. Sur les métadonnées, il me semble qu'on est plutôt dans la partie où on remonte et on commence à se rendre compte de l'intérêt des métadonnées. On a énormément de métadonnées en France, donc ça me semble plutôt bien. Sur les services de consultation, je pense qu'on est plutôt au creux de la vague. Sur les services de téléchargement, je ne sais pas exactement quel est votre point de vue, et c'est le vôtre qui compte plus que le mien. Et puis, sur tout ce qui est harmonisation des données, on est à des niveaux très très variables, mais on a certains niveaux d'harmonisation suffisamment importants pour qu'on ait pu lancer, par exemple, le géoportail de l'urbanisme. Donc, ça montre que dans ces différents sujets, on a en réalité des niveaux d'avancement assez variables. Et là encore, ce qui compte, c'est ce que vous, dans vos collectivités ou établissements publics, vous pouvez voir depuis chez vous et qu'on puisse partager ensemble sur qu'est-ce qui fait partie de la réalité, qu'est-ce qui est en fait des attentes euh, qui sont illusoires ou des promesses qu'on a faites et qu'on n'est en réalité pas capable de tenir. Et donc, la vraie évaluation pour nous, c'est de savoir ce qui marche. Donc, il y a un certain nombre de marches et il ne faut surtout pas sombrer au pessimisme ou à la désespérance. On a suffisamment de choses qui marchent justement pour avoir pu mettre en œuvre la politique sur le géoportail de l'urbanisme. On a d'autres politiques, on a des tas de choses qui fonctionnent bien. On a eu un certain nombre d'éléments lundi dernier encore. Et puis, il y a des choses qui ne marchent pas. Et plus embêtant, il y a des choses qui ne sont pas près de marcher. Et les questions qu'on a à se poser, c'est que par rapport aux éléments, aux fonctionnalités dont j'ai parlé au début, il y a des choses qui fonctionnent pas, mais est-ce que c'est critique ou pas? Et si c'est critique, est-ce que c'est compliqué à résoudre ou pas? Aujourd'hui, de mon point de vue, c'est-à-dire de la place que j'occupe disons dans Inspire, il me semble qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent presque, en particulier tous les services en réseau, et il manque très très peu de choses pour que ça fonctionne réellement. Et aujourd'hui, la solution la plus productive pour franchir ce dernier octet pour arriver au résultat, c'est d'abord de tester vos données vous-même, comme si vous étiez à l'extérieur. Très très souvent, je me place en situation extérieure quand on me demande de résoudre telle ou telle recherche de données. Par exemple, mon homologue allemand me demandait des séries de données en Alsace et en Lorraine pour faire une présentation transfrontalière. Et on a passé un temps assez invraisemblable avec mes collègues de la mission de l'information géographique. On n'est pas complètement des débutants. On a passé 1 heure chacun, enfin, en gros 1 heure à 3, pour trouver les données que j'ai pu envoyer à mon homologue allemand. Donc c'est clairement un très mauvais résultat. C'est-à-dire que n'importe qui aurait abandonné avant. En réalité, on s'est rendu compte que la pratique généralisée, c'est que les gens publient des services parce qu'on leur a dit qu'il fallait publier des services web, mais ne les testent pas. Si bien que quand on se retrouve en position d'un bureau d'études quelconque, par exemple, ou de mon camarade allemand à vouloir récupérer les données, eh bien, il manque toujours un petit bout de paramètre. Il manque toujours quelque chose dans les métadonnées, il manque toujours quelque chose dans les services de téléchargement qui font qu'on bute sur des petits cailloux, mais qui nous bloquent complètement et qui rendent toute la démarche en réalité sans utilité pour les réutilisateurs. Donc aujourd'hui, le conseil principal que je peux vous donner pour faire un grand pas dans la mise en œuvre effective de l'accès et l'échange des données géographiques, c'est déjà de tester vos services de données et vos métadonnées en mode extérieur. Donc, deuxième élément, les éléments
qu'il me semble indispensable de faire, c'est de valoriser ce qu'apporte l'infrastructure plutôt que l'infrastructure. L'infrastructure, ça intéresse personne, en particulier pas les élus, pas les décideurs, pas les directeurs, et c'est bien normal. Eux, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils nous demandent, c'est de mettre en œuvre des solutions. Et une infrastructure, c'est simplement quelque chose qui permet de mettre en œuvre des solutions de façon plus rapide, moins coûteuse. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, nous, au niveau du ministère, c'est de communiquer sur les apports de l'infrastructure, c'est-à-dire sa rentabilité. Par exemple, moi j'aimerais bien avoir le maximum de retours, donc j'ai mis de récits ou de témoignages que je pourrais mobiliser dans le rapport triennal de la France à la Commission européenne, qui sont quels sont les usages que l'infrastructure a permis, c'est-à-dire les services web, les métadonnées, quels sont les partenariats que l'infrastructure a permis, c'est-à-dire que le fait d'avoir une forme de pression légale pousse un certain nombre d'acteurs à mutualiser leurs efforts, à se mettre autour d'une table. Un certain nombre de choses se sont faites avant Inspire, des choses se font sans Inspire, mais aussi des choses se font grâce à Inspire qui pousse un peu les acteurs à se coordonner. Donc ça me semble intéressant de pouvoir partager cela. Et puis ce dont on a besoin en vrai, c'est de couches régionales et nationales, parce que si on veut avancer dans la gestion durable des territoires, il faut vraiment avoir les informations des uns et des autres. Il n'existe pas un acteur qui peut avoir toutes les données pour gérer tous les aspects de son territoire. Donc ce que je souhaite réunir, c'est vraiment des récits, des témoignages, ça peut être très court. Il y a 3 ans, c'était un tweet qui me paraissait le mieux résumer ce qu'on faisait. Ce tweet disait grâce à GeoBretagne, j'ai su quelles étaient les données qu'il y avait dans le bureau voisin. On sait tous que ça existe en vrai et j'avais trouvé ce résumé de très loin le plus marquant de tout ce que j'avais pu réunir à l'époque comme témoignage. Donc les quelques exemples qu'on a vus à la journée de lundi, le premier, parce que ça m'a semblé le plus frappant, c'était le GeoVendée qui nous expliquait que la mise en œuvre de GeoVendée fera économiser 50 000 € en 2015. Donc, c'est-à-dire qu'il rentabilise non seulement son infrastructure, mais avec un taux de rentabilité qui semble-t-il assez élevé, et avec exactement ce que je demande, c'est-à-dire ils ont mis en place un accès centralisé des communes à leur PLU. C'est-à-dire que les PLU ne sont pas dans les communes pour leurs aspects informatiques. Les communes déposent leur PLU à la plateforme régionale, puis consomment leurs données par l'intermédiaire du PLU. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent vraiment les web services pour, comme s'ils étaient à l'extérieur. Et c'est évidemment un gage de qualité extrêmement fort, parce que si ça ne marche pas, aussitôt les élus hurlent contre GeoVendée. Donc il y a vraiment un aspect de contrôle qualité par l'utilisateur qui est très bien fait, et en plus c'est rentable. Donc c'était l'exemple qui me paraissait le plus frappant et qu'on va réutiliser au niveau national pour la Commission européenne. Ensuite, il y avait le témoignage sur l'occupation des sols de SIGAL, qui est la plateforme alsacienne des collectivités. Toutes ces présentations avaient énormément d'éléments, j'en ai pris un à chaque fois. C'était la réponse aux besoins du territoire en intégrant les contraintes budgétaires. C'est-à-dire qu'on a tendance assez naturellement au niveau national à faire des spécifications génériques pour tout le monde et relativement déconnectées des contraintes budgétaires, puisque ce n'est pas les experts qui payent, ce sont les gens qui vont à produire ensuite. Donc ça me semblait assez intéressant de voir que ce qu'ont fait les Alsaciens était d'un coût 2 fois inférieur à leur estimation de la mise en œuvre du modèle national. Donc évidemment, ça nous interpelle. Sachant que leur problème à eux, c'est qu'ils ont un modèle de données ancien, et évidemment le modèle nouveau nécessite en plus un effort d'adaptation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre également. Joël Tillon de l'Association des régions de France nous a expliqué la mission de coordination des régions portée dans la loi NOTRe. Donc là, c'est très riche. On peut en retenir principalement la mission nouvelle des régions sur la mise en œuvre d'une plateforme numérique, en particulier pour l'information géographique. Ensuite, on a une collègue de la direction régionale de l'environnement de Midi-Pyrénées qui a montré ce que signifiaient concrètement les travaux sur les fusions régionales, avec tout ce qu'on sait
sur les différences de données qu'on peut avoir dans une région et dans une autre, ou dans n'importe quelle structure par rapport à ses voisines lorsqu'on les met ensemble, c'est-à-dire des données qui ne sont pas cohérentes en termes de date, en termes de spécification, en termes de modèles de données, en termes de format informatique, etc., etc. Et Inspire, ça vise vraiment à permettre des fusions régionales plus faciles, mais surtout à permettre des échanges d'informations entre les différentes structures travaillant sur un territoire, que ce soit les conseils départementaux, les EPCI, et bien évidemment les services de l'État. Et l'après-midi, il y avait 3 ateliers, un sur la loi NOTRe qui reprenait un peu tout cela. Il y avait un atelier sur la normalisation, avec en particulier l'hygiène qui présentait ses travaux dans un projet européen. Et puis, il y avait un atelier où j'étais sur comment alimenter le géocatalogue. Et le plus important résultat de cet atelier était en fait que la moitié des participants à peu près ne savaient pas du tout comment alimenter le géocatalogue. Donc ça montre qu'on avait tendance à imaginer que c'était quelque chose de facile et de connu et qu'on se trompait en tant que système central avec nos collègues du BRGM et qu'il fallait absolument qu'on revienne au basique et qu'on reprenne la pédagogie sur comment alimenter le géocatalogue. Enfin, la valorisation du partage, c'est aussi la valorisation de ceux qui rendent le partage possible, c'est-à-dire en clair les géomaticiens. Donc ce qu'on espère faire, c'est premièrement, on partage avec les gens, on partage avec les structures, on partage avec nos partenaires territoriaux. Ça me semble vraiment important de le valoriser et on ne fait pas ça parce que la loi nous l'impose. Il faut le faire parce que la loi le demande, mais il y a heureusement bien d'autres leviers pour nous pousser à partager nos informations. Donc valoriser les réussites, c'est aussi valoriser ceux qui les rendent possibles. Et c'est une dimension qui était très sensible quand on a lancé la directive Inspire, parce qu'on a la chance d'avoir en France une communauté géomatique fortement structurée. J'avais cité GeoRéseau. Et petit à petit, c'est vrai qu'on a un peu perdu de vue cela, on est rentré dans des aspects plus informatiques, plus technocratiques, parce que ça fait aussi partie du métier. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus basées sur les communautés, les communautés métiers et la communauté de la géomatique. Donc ce que j'ai proposé, mais à mes risques et périls, c'était de rendre visite le partage par des réseaux sociaux, parce que c'est de très loin ça qui fonctionne le mieux. J'avais cité GeoRéseau, j'avais proposé un hashtag Merci Inspire sur Twitter, parce que l'avantage de Twitter est qu'on peut tracer facilement l'ensemble des hashtags et avoir une vision d'ensemble. Bon, après LinkedIn ou n'importe quoi d'autre, c'est à vous de voir comment on peut rendre visibles les réussites sur le web et par exemple via les réseaux sociaux. La conclusion, c'est on est très bon en métadonnées, nettement moins bon dans les services de consultation et dans les services de téléchargement. Donc s'il y a quelque chose à creuser vraiment, c'est de faire en sorte que les métadonnées soient suivies de la mise en œuvre des services de consultation et de téléchargement. D'une part parce que si on publie des métadonnées sans publier les données, les gens vont prendre leur téléphone ou leur clavier et vont demander les données, ce qui procure une charge non négligeable pour répondre à ces questions-là. Donc ça nous fait vraiment des gains de productivité de les publier. D'autre part, parce que là encore, on a des contraintes légales et les contraintes légales sont faites pour être appliquées lorsqu'elles sont européennes. Donc c'est vraiment des enjeux dont on n'a pas fini de vous parler. Le côté extrêmement positif, là encore, il faut bien voir les choses sous le bon angle, c'est que le mouvement est lancé, c'est-à-dire que les gens qui ont commencé à publier des métadonnées à un moment en publient toujours de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu dans les services de l'État, puis dans les conseils régionaux. Maintenant, il me semble que c'est à l'œuvre dans les collectivités de type communauté urbaine, etc., mais aussi conseils départementaux. Donc, disons, on a vaincu collectivement une forme d'inertie, et donc ça va se répandre, et ça, je suis vraiment confiant sur le sujet. Simplement, encore une fois, faire tout cet effort de production, de normalisation, de diffusion de métadonnées,
voire d'ouverture de services web, on doit s'assurer que cet effort va jusqu'au bout et est réellement exploitable par les utilisateurs finaux qui sont des gens qu'on ne connaît pas, bien évidemment. Et on a, je dirais, dans un horizon 1 an à peu près, une assez probable perspective d'avoir quelque chose de vraiment bien au niveau français. Et on est déjà plutôt bien placé au niveau européen. Et je pense que dans 1 an, on pourra vraiment être encore mieux placé dans le partage de l'information géographique, encore une fois, au service des services publics. C'est vraiment ça que nous poursuivons. Donc, si vous voulez bien valoriser tout ce que vous faites de bien, je suis preneur. Merci. Très bien, merci beaucoup Marc pour votre intervention. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous avez des questions à poser à Marc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser donc le module de chat et ou de questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Donc nous y répondrons soit directement, soit à la fin des interventions si les questions méritent bien sûr d'être partagées à tout le monde. Donc je passe désormais la parole à Ingrid et Aurélien qui vont vous présenter la démarche donc leur démarche de catalogage au niveau du territoire mayennais. Bonjour à tous. Nous sommes là avec Aurélien Grélier, le chargé de mission de l'information géographique au conseil départemental de la Mayenne et moi-même, pour vous faire une présentation sur le partage de l'information géographique de la Mayenne avec le défi que ce soit pour le développement des territoires dans ce département. Donc la première chose à dire, c'est que c'est un témoignage sans prétention, hein. Nous, on souhaite simplement pouvoir partager l'expérience qu'on a eue parce qu'on a toujours trouvé que les retours d'expérience étaient intéressants pour que chacun puisse mettre en perspective ce qu'il fait et pouvoir échanger sur des difficultés ou des solutions qui ont été trouvées. Donc la première chose peut-être à dire, c'est que je vais mettre en plein écran. Déjà, vous présenter le département de la Mayenne. Donc, c'est un département qui est rural. C'est important de le dire parce que ça explique aussi beaucoup d'actions qui sont menées à cette échelle. Donc, c'est 300 000 habitants. Il y a sur les 261 communes, il y en a 91% qui sont classées comme étant des communes rurales. Et depuis mars 2015, il y a 17 cantons et l'année prochaine, pour l'instant, il y a 11 EPCI qui sont entièrement en Mayenne et il y en aura 10 à partir du 1er janvier. Donc on fait partie de la région des Pays de la Loire, on est un des 5 départements de cette région et on est limitrophe avec la Bretagne et la Basse-Normandie. Donc la question du partage de l'information géographique en Mayenne, elle remonte depuis plusieurs années en fait. En 2004, il y a eu une étude au sein du conseil départemental de la Mayenne pour mettre en place un système d'information géographique pour le conseil départemental qui déjà se posait la question, est-ce que ce sera de l'information géographique uniquement pour le conseil départemental ou est-ce qu'il faudra ouvrir à l'extérieur? Il y avait déjà une interrogation sur la diffusion en fait. En 2006, la réflexion est allée plus loin. Il y avait même une étude de faisabilité pour mettre en place un centre ressources d'information géographique en Mayenne, qui finalement n'a pas abouti parce que le conseil départemental à l'époque a considéré qu'il fallait d'abord consolider son propre outil en interne pour les besoins de ses compétences, donc mettre en place des outils métiers sur ses compétences prioritaires avant de penser à ouvrir ou à diffuser à l'extérieur. Il y a eu une première étude qui a été faite au sein du département pour essayer d'analyser avec la directive Inspire, qu'est-ce qui, à l'intérieur du conseil départemental, relevait d'Inspire ou pas, et comment le département pouvait s'organiser, que ce soit en termes techniques, organisationnels, pour répondre à cette directive. Donc il y a eu un très bon diagnostic, mais qui n'a pas à l'époque été plus loin pour un problème essentiellement d'outils. À ce moment-là, il n'y avait pas d'outils compatibles avec le SIG qu'il y avait en interne pour aller plus loin dans le catalogage selon Inspire.
En 2011, il y a une étude Inspire à l'échelle de la région avec Géopal. Et en 2012, le département, suite à différentes réglementations qui sont venues s'ajouter à Inspire, s'est reposé la question de l'intérêt de mettre en place une structure départementale autour de l'information géographique qui permette entre autres de répondre à la directive Inspire. Et c'est finalement cette étude qui a abouti au projet actuel de geomayenne.fr. Donc le bilan de l'étude, déjà c'est une étude qui a été faite avec une consultation la plus large possible. Bon, on ne fait jamais assez participer, mais on a essayé de le faire. Donc il y a eu des enquêtes menées auprès déjà à l'interne du conseil départemental des 8 directions qui utilisent l'information géographique, avec les référents SIG qui s'en occupent. Et il y a eu aussi une enquête, soit en direct, soit à distance, avec 37 organismes du département qui étaient susceptibles de produire ou d'utiliser de l'information géographique. Et ce qui était intéressant aussi, ça a été d'aller à la rencontre, enfin d'échanger avec des expériences qui existaient déjà, en particulier des plateformes régionales. Donc concrètement, on a échangé avec essentiellement Géopal, mais également Géo-Bretagne, et aussi 4 plateformes départementales, 2 dans les Pays de la Loire, Géo-Anjou et Géo-Vendée, et 2 à l'extérieur, et plus précisément Géo-Somme et InfoGéo68. Et ce qu'on va voir par la suite, c'est que ça a toujours été très très riche de pouvoir avoir l'opportunité d'échanger avec des expériences existantes, parce que ça, comme on l'a dit au début, ça permet vraiment de mettre en perspective ce qu'on fait et de trouver des solutions ou de se poser des questions nouvelles. Ça permet d'avancer en fait. Donc le constat qui a été fait en 2012, c'est que l'information géographique était en progression en Mayenne, essentiellement liée à la numérisation du cadastre, et avec le déploiement de systèmes d'information géographique et de référents pour s'en occuper dans les différentes structures, et plus particulièrement dans les EPCI, les communautés de communes et la communauté d'agglomération. Par contre, les principaux freins qui ont été identifiés à l'époque, c'était qu'il y avait des situations très hétérogènes, en particulier liées aux facteurs humains. C'est-à-dire qu'en gros, à l'époque, tous les EPCI diffusaient au moins le cadastre via un système de web SIG, mais par contre, ils n'avaient pas toujours, ça allait de 0 à 1 ETP pour s'occuper du SIG en fait. Quand je dis 0, c'est que c'était externalisé avec une boîte qui faisait l'intégration annuelle du cadastre qui ensuite était diffusée automatiquement. Un autre constat qui a été fait, c'était des doublons de données, donc des données qui étaient renumérisées plusieurs fois parce qu'il y avait des besoins, et à chaque fois tout le monde s'amusait à reproduire la donnée de façon différente et hétérogène. Il y avait un problème par rapport à la lourdeur des échanges, alors qu'il y avait de plus en plus d'obligations réglementaires qui faisaient que le nombre d'échanges augmentait. Un autre constat par rapport aux besoins, ça a été qu'il y avait des priorités variables selon les acteurs. Bon, c'est normal puisque chacun a des compétences et des priorités qui sont différentes. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les collectivités locales, par rapport à l'enquête qui avait été menée, elles avaient clairement une demande autour de l'animation, alors que les autres acteurs du département, c'était plus un intérêt autour des données en fait. Donc la priorité, les collectivités locales, c'était d'abord l'animation, après les données, et pour les autres acteurs, c'était d'abord les données et éventuellement l'animation. Donc dans l'animation, on incluait en particulier la veille technique et réglementaire, d'avoir un relais de ce qui se passe à d'autres échelles, etc. Et par rapport à la directive Inspire, ceux qui parlaient clairement de leurs obligations par rapport à la directive Inspire, c'était à l'époque le Conseil général, le SDIS de la Mayenne et la direction des territoires départementale des territoires de la Mayenne. On avait aussi posé la question, est-ce que vous connaissez Inspire? Donc juste pour information, sur 11 PCI interviewés, il y en avait 6 qui disaient avoir une connaissance insuffisante de la directive Inspire, 3 qui la connaissaient moyennement et 2 qui disaient avoir une bonne connaissance. Donc ça, c'était en 2012. Donc suite à l'étude, la proposition d'action, il y avait plusieurs scénarios qui ont été proposés.
Et celui qui a été choisi par le conseil départemental, ça a été de mettre en place une plateforme de partage de données qui était en partie pour répondre à ses propres obligations vis-à-vis de la directive Inspire, et qui était mis à disposition gratuitement des autres structures publiques du département qui souhaitaient aussi partager des informations géographiques et répondre à la directive Inspire. Mais de toute façon, quel que soit le scénario qui avait été proposé, il avait été identifié de par les expériences qu'on avait contacté les autres plateformes, qu'il était indispensable, et aussi parce qu'il y avait une demande locale, qu'il était indispensable de prévoir une animation territoriale en plus, enfin que l'outil de plateforme, ce n'est qu'un outil pour, mais qu'il aurait été vain de le mettre en place sans un volet d'animation. Donc c'est pour ça que lorsque le conseil départemental a voté ce projet, il a voté la mise en place de la plateforme et d'un ETP dédié à l'administration et à l'animation de ce projet. Donc le constat, c'était que le département était considéré comme une échelle pertinente pour faire un relais de données, d'informations, d'animation entre ce qui se produisait déjà à l'échelon local, c'est-à-dire le relais de données d'informations géographiques du niveau intercommunal vers le niveau communal, et un relais qui se faisait déjà de la plateforme régionale à la plateforme nationale. Tout ça dans un contexte réglementaire qui poussait à plus de diffusion et de partage de l'information géographique. Donc, comme on l'a dit, il y avait deux volets qui ont été prévus dès le départ. Le premier, ça a été la mise en place d'un réseau de référents SIG. Alors, pour information, on peut dire que le réseau, il a préexisté au projet, en fait. Il n'était pas forcément formalisé, mais on est un petit département, comme on l'a dit avant, donc finalement, les gens se connaissent. Simplement, le volet d'animation a permis de mettre en place des actions plus systématiques, on va dire. Il y avait déjà des relations peut-être bilatérales ou entre des personnes qui se connaissaient, etc. Aussi bien au sein du conseil départemental, parce que le SIG qui a été mis en place en interne, Aurélien pourrait mieux l'expliquer que moi, mais c'est un SIG fédérateur, c'est-à-dire que chaque direction a un référent SIG qui est responsable de ces données, et tout est partagé dans un pot commun en lecture avec toutes les autres directions. Donc dans les actions qui ont été mises en priorité dans le volet d'animation, il y a eu d'abord des actions en interne, c'est-à-dire nous-mêmes nous mettre en ordre un petit peu pour tout ce qui était le catalogage. Ça a été la formalisation du partenariat avec le premier noyau de partenaires qui était principalement le SDIS, le syndicat départemental d'énergie et les EPCI, ainsi que les services de l'État. Et dans les actions d'animation territoriale, la priorité c'était de faire le relais de la veille technique et réglementaire de ce qui se passait à l'échelle régionale et nationale, mettre en place des actions de sensibilisation, mettre en place des groupes de travail sur des thématiques prioritaires et de faire avec l'animation de la plateforme Géopal. Pour ce qui est du volet technique, il a été proposé de mettre en place une plateforme de partage de l'information géographique. Donc ça a été un peu long de mettre en place un cahier des charges et un marché, le choix du prestataire, de préciser les spécifications, de faire l'installation et les tests. À chaque étape, on a essayé de la meilleure forme possible de consulter les référents SIG, au moins en interne et si possible aussi de consulter les partenaires et en particulier ils ont participé à la vérification de services réguliers mais aussi lors des spécifications détaillées, on a essayé de les tenir informés au fur et à mesure de ce qu'on proposait pour valider avec eux si c'était ce qu'ils attendaient ou pas. Donc pour ce qui est du volet d'animation, une des parties du témoignage qui nous semble importante de partager avec vous, c'est le catalogage en interne au conseil départemental, qui lui aussi a connu plusieurs étapes parce que on a essayé plusieurs outils pour finalement arriver à ISOGEO. Et donc l'objectif du catalogage, c'était avant toute chose de connaître le patrimoine de données en interne, aussi de répondre aux obligations réglementaires de la directive Inspire et d'une certaine façon de donner un exemple et de proposer un effet d'entraînement pour les autres acteurs du département.
en sachant qu'il y a deux autres acteurs qui sont assez dynamiques dans cette démarche de catalogage, qui sont enfin, les services de l'État et plus particulièrement la DDT et le SDIS 53. Donc la démarche en interne, ça a été déjà avant la mise en place de l'outil de plateforme qui serait partagé avec des partenaires. En interne, on ne disposait pas d'un outil de catalogage. Donc on savait que la mise en place du marché allait prendre du temps avant qu'on ait un outil, donc on a essayé d'anticiper l'élaboration des métadonnées avec un outil intermédiaire, on va dire temporaire, en interne, qui soit à la fois compatible avec notre SIG et à la fois qui soit interopérable, quelle que soit la solution qu'on prendrait finalement, qu'on déciderait de prendre, on puisse récupérer le travail, que ce ne soit pas en vain, quoi. Donc on a fait des tests, on a creusé, cherché, etc. Et à partir une fois qu'on a décidé de l'outil, on a fait tout un travail de vulgarisation auprès des référents SIG et de leur direction pour les aider d'une part à faire le recensement de leurs données et d'autre part à faire le catalogage, en gros élaborer les métadonnées. Donc, et ensuite, on a organisé le recensement des données de façon participative, c'est-à-dire que le référent SIG, qui faisait partie de ce qu'on appelait nous notre groupe de travail technique, qu'on réunissait périodiquement, c'était le ou les référents SIG de chaque direction, c'était des relais dans les directions productrices d'informations géographiques. Donc, on a procédé par étapes, on a fait une première sensibilisation du groupe de travail interne, du groupe de travail technique, sur Inspire, sur comment effectuer le recensement, comment effectuer le catalogage. Ensuite, on a pris un rendez-vous par direction avec le référent SIG et les décideurs. On leur a expliqué la démarche et ensuite on a décidé ensemble qu'est-ce qu'on pouvait diffuser ou pas, pourquoi, qu'est-ce qui était Inspire, etc. Et après on a accompagné chaque référent SIG dans ses activités de production de métadonnées. Donc en gros ça consistait à faire ensemble une ou plusieurs métadonnées. Et ensuite, à partir d'un modèle, ils réussissaient à produire le reste et éventuellement, selon la sensibilité de chacun, l'accompagnement était plus ou moins important ou pas. Ça pouvait aller, on fait ensemble une seule métadonnée jusqu'à on fait ensemble toutes les métadonnées s'il y avait besoin. Et après, on a réuni tout le groupe pour faire un bilan de l'avancement de ce qu'on avait réussi à faire avec toutes les directions. Donc ça, c'est un peu un exemple des outils qu'on a, alors c'est un peu du bricolage, hein, mais qu'on a mis en place en interne. Donc on avait fait un petit schéma pour que quand ils analysaient toutes leurs données qu'on peut voir, par exemple dans l'exemple du tableau Excel, on avait recensé toutes les données de chaque base, de chaque direction. Et à chaque fois, il fallait qu'ils se posent la question, est-ce que c'est notre donnée ou pas? Puisqu'il y a des données qu'on a intégrées dans notre SIG. Ça peut être des données, par exemple des référentiels, etc., qui ne nous appartiennent pas, mais dont on a besoin pour les croiser avec nos propres données, celles qu'on produit. En fait, c'était une question, est-ce qu'on en est propriétaire ou est-ce qu'on en a les droits de diffusion aussi? Ensuite, on se posait la question, on essayait de voir si c'était une thématique Inspire ou pas. Donc pour ça, on avait différents outils, en particulier le tableau du géocatalogue avec l'affectation des thèmes Inspire. Et puis ce qui nous a beaucoup servi aussi, c'est tout le travail de GeoBretagne. Et aussi de chercher tout simplement dans les autres plateformes, des fois quand on ne savait pas comment déterminer si c'est une thématique Inspire ou pas. Et même si c'était une donnée qui n'appartenait pas à une thématique Inspire, on a toujours eu le discours de dire ce qui est important, c'est de partager de la donnée qui puisse servir aux autres. Donc éventuellement, même si ce n'était pas une donnée Inspire, on se posait quand même la question, est-ce que ça vaut la peine quand même d'informer les gens au moins que la donnée existe, voire de la partager. Et donc à la fin, c'était de se poser la question, est-ce qu'il y a des bonnes raisons de ne pas partager la donnée? Mais pour ça, s'il n'y a pas de bonnes raisons, dans ce cas-là, c'est une donnée qui sera grand public. Et s'il y a des bonnes raisons, bon, ben, on peut, sous certaines conditions, définir des contraintes. Donc, c'était accompagné d'un tableau Excel
pour analyser donnée par donnée, et ensuite on avait mis en place, on avait choisi un outil qui était lié à notre outil SIG, et on a mis en place un petit tutoriel de catalogage qui faisait la traduction en fait entre le guide de métadonnées, d'élaboration de métadonnées du CNIJ et comment c'était traduit dans le logiciel, parce que même les dénominations n'étaient pas les mêmes. Et donc ça avait permis en fait de dire à chaque fois quels étaient les champs que la personne devait remplir, qui étaient obligatoires, et de donner des indications sur les recommandations pour les remplir en fait. Donc voilà. Pour ce qui est du volet d'animation, une partie importante aussi, c'est la partie du catalogage en externe. Donc la première chose qu'on a souhaité faire, c'était une sensibilisation avec l'IGN pour que tout le monde ait la même base de compréhension de ce que c'est qu'Inspire. Donc c'est vrai que cette sensibilisation, elle ne s'est faite qu'avec les référents SIG des partenaires. On n'a pas fait une réunion plus large. Et ensuite, on a demandé un accompagnement de l'IGN parce que dans notre propre processus en interne, on s'était heurté à des difficultés qui peuvent paraître bêtes, mais voilà, on n'arrivait pas toujours à définir si une donnée était Inspire ou pas. On voulait être sûr que les mots-clés qu'on propose soient les plus cohérents possibles parce qu'on avait l'impression que ça pouvait faciliter la recherche d'une donnée. Donc on voulait savoir si notre proposition en interne pour établir des mots-clés allait faciliter la recherche des données, en sachant que on ne savait pas forcément à l'époque encore l'outil qu'on allait utiliser sur la plateforme. Et aussi toute une réflexion sur les conditions d'accès et d'utilisation qui nous paraissaient un champ particulièrement compliqué à remplir. Ce qu'il faut dire aussi qui a favorisé pour le catalogage en externe, c'est vraiment le dynamisme du SDIS 53 qui avait déjà analysé et préparé sa liste qui ont été vraiment très autonomes dès le début sur ce qu'il voulait publier, comment il voulait le publier, et qui a toujours eu la volonté dès le début de montrer d'avoir un effet d'entraînement en partageant ces données et en respectant la directive Inspire. Et aussi, on a eu des actions de coordination entre le conseil départemental et la DDT sur des thèmes sur lesquels les deux interviennent, par exemple autour de l'eau ou d'autres thématiques, pour qu'on se mette bien d'accord sur qu'est-ce qui relevait de quelles compétences et qui publiait quelles données pour éviter d'avoir deux fois la même donnée dans le catalogue. Donc un autre aspect important, ça a été la mise en place d'ateliers avec Isogeo pour utiliser l'outil de catalogage de la plateforme. On a élaboré un petit tutoriel pour expliquer comment utiliser Isogeo, adapté à notre contexte local. On a essayé de faciliter au maximum le remplissage des métadonnées. En gros, la façon de procéder fait que les référents SIG ont 4 à 5 champs à remplir, c'est tout. En particulier tout ce qui est résumé, date, généalogie qu'on ne peut pas deviner à leur place, et éventuellement s'ils souhaitent rajouter des mots-clés, mais tout le reste, on le pré-remplit pour eux, quoi. On essaye aussi de travailler sur des modèles de métadonnées sur les thématiques prioritaires dans le département. En particulier, on a travaillé avec la DDT. On a repris le modèle de métadonnées de l'urbanisme et on l'a adapté à la réalité, au contexte mayennais. Et pareil, on a travaillé autour de la thématique des ZAE, autour d'un modèle de données, et on a inclus l'élaboration du modèle de métadonnées avec le modèle de données en fait. Et on a aussi aidé en particulier pour les documents d'urbanisme, on a produit en masse en fait les métadonnées pour les EPCI. Et enfin, une dernière action importante pour le catalogage, ça a été d'essayer de coordonner avec Géopal et Sigeloire le moissonnage des métadonnées. Et pour nous, ça se fait dans les deux sens en fait. On considère que dans notre catalogue, le catalogue à l'échelle de la Mayenne, c'est un catalogue de partage de l'information qui sert aux acteurs mayennais. Donc pour eux, c'est important de savoir s'il y a des données qui sont produites à l'échelle régionale, quelles sont celles qui concernent la Mayenne. Donc nous, on moissonne, mais de façon très très sélective, les catalogues de Géopal et de Sigeloire, et dans les deux cas, on l'a fait en coordination avec les plateformes régionales en fait, et plus particulièrement avec Sigeloire,
Dans le cas de la DDT, en fait, eux, ils travaillent avec une plateforme régionale et donc on a choisi avec eux les métadonnées qui pouvaient être intéressantes pour les acteurs mayennais. Donc, pour donner un peu une brève idée du partage de données sur geomayenne.fr, actuellement on partage environ 612 métadonnées. Donc il y en a 293 qui sont publiées par le Conseil départemental de la Mayenne, il y en a 23 par le SDIS, 4 par le SDEGEM et 54 moissonnées de Géopal et 145 de Sigeloire. Plus on a un accord de rediffusion avec l'IGN et on a décidé aussi de rediffuser le Corinland Cover. Donc, alors la quantité ne fait pas la qualité, hein, mais il faut savoir que bon, il y a beaucoup de données, c'est probablement, on espère que ce n'est qu'un début parce qu'il y a des thématiques probablement qui ne sont pas encore publiées et qui peuvent intéresser. Donc ça, c'était la partie du volet d'animation. Pour ce qui est du volet technique, dans notre cahier des charges, il y avait une contrainte pour nous qui était fondamentale, c'était qu'il fallait que la plateforme soit le plus ergonomique possible pour donner envie. Évidemment, ce n'était pas la seule contrainte, il fallait qu'elle respecte la directive Inspire, qu'elle soit interopérable, qu'elle permette la subsidiarité, de respecter la subsidiarité, c'est-à-dire qu'on reconnaisse le rôle de chacun à l'échelle à laquelle il est. Donc là, ça montre un peu ce qu'il y a dans notre catalogue de données. On voulait que la recherche soit le plus simple possible. On a mis en place des thématiques métiers. Bon, ça peut évoluer, mais ça permettait entre autres de filtrer aussi les catalogues régionaux. Et surtout, on a voulu qu'il y ait une intégration avec le visualiseur et le téléchargement. Parce qu'on considère que la plateforme, c'est vraiment un outil au service du partage de données. Donc il faut que la personne puisse découvrir facilement une donnée et puisse la télécharger si elle le souhaite. Donc pour le visualiseur, on a proposé qu'il y ait des outils simples. Il y a un peu plus d'outils quand on est connecté, qui sont un peu plus techniques, mais on s'est dit pour le grand public, c'est pas nécessaire. On peut ajouter facilement, à tout moment, on peut revenir au catalogue pour aller chercher de nouvelles données en faisant des recherches, etc. Et c'est intégré avec le téléchargement et la fiche de métadonnées. Pour ce qui est du téléchargement, on peut télécharger depuis le catalogue, depuis la fiche de métadonnées ou depuis le visualiseur avec un système de panier de téléchargement. Et on a beaucoup réfléchi avec le groupe de travail technique et quelques référents SIG sur... on voulait que la fiche de métadonnées soit le plus simple possible, qu'elle permette pour quelqu'un de toujours pouvoir aller plus loin s'il le souhaite. Donc qu'elle soit très claire avec le résumé en évidence et après un système d'onglets qui permettent d'avoir plus d'informations sur le qui, quand, quoi, où, voilà, le plus simple possible et la possibilité aussi d'avoir des liens et des ressources qui puissent permettre d'avoir plus d'informations, que ce soit techniques ou des liens, par exemple sur les cantons, le décret de création des cantons, ce genre de choses. Ça, c'est l'outil de catalogage depuis Isogeo. Donc, c'est pareil, c'est un outil qui, pour nous, nous a semblé très simple d'utilisation. On a même eu la réflexion de techniciens en interne qui étaient très déçus d'avoir dû travailler avec notre outil de catalogage lié au SIG. Et quand ils ont vu Isogeo, c'était un peu, si on avait su, on aurait attendu pour faire nos métadonnées, quoi. Et du coup, c'est très simple de s'y retrouver, c'est très simple de remplir. Et aussi, ce qui est très important pour nous, c'est très simple de partager, en fait. Il y a vraiment un système très bien fait pour partager différents catalogues de différents partenaires avec la possibilité de créer un groupe de travail par partenaire et la possibilité de créer un point de moissonnage de chaque catalogue, en fait. On peut à la fois partager des données avec la plateforme geomayenne.fr et aussi décider quelles métadonnées on partage avec le géocatalogue ou avec Géopal. Donc justement, par rapport à ce partage, le moissonnage, ça permet de respecter la directive Inspire en faisant le référencement au géocatalogue avec la question de l'interopérabilité, de la subsidiarité. Donc actuellement, on est référencé directement au géocatalogue. C'est un accord qu'on a eu avec Géopal.
Et pour le moment, le moissonnage sur Géopal ne fonctionne pas encore en fait. Mais en tout cas, ce qui remontera à Géopal, ce sera sans nos métadonnées si on continue à être référencé sur le géocatalogue. Pour ce qu'on a dit, nous on moissonne Sigeloire et Géopal. Alors ça fonctionne, on va dire, semi-automatiquement. Il y a des nœuds de moissonnage depuis les plateformes régionales qui ne fonctionnent pas. Et donc on a fait le choix de le faire manuellement quand c'était nécessaire. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que c'est le partage de l'information géographique. Et si l'interopérabilité n'est pas au rendez-vous, eh bien, on cherche des solutions de contournement en attendant. Donc, ce qui nous paraît très important pour la suite, c'est, on commence déjà à en avoir quelques-uns, c'est des retours d'utilisateurs en fait. Pour nous, on se rend compte, on a eu l'impression qu'on voulait être très ergonomique, très simple, faciliter le travail au maximum, etc. Et on se rend compte qu'il faut toujours aller plus loin dans la simplification. C'est jamais suffisant en fait. Donc là, on a mis quelques questions parce que finalement, on n'a pas les réponses à tout et peut-être que certaines questions, un peu ce qui a été dit dans la présentation antérieure, qu'il y a des problèmes qui sont plus ou moins critiques et qui sont plus ou moins compliqués à résoudre. Donc quand c'est facile, on essaie de les résoudre le plus vite possible et compliqué, ça prendra peut-être du temps. Donc pour le catalogage, par exemple, certains référents SIG ont dit mais pourquoi on n'apparaissent pas que les champs de métadonnées qu'on a à compléter dans le formulaire de données plutôt que de basculer dans l'interface d'ISOGEO de catalogage. Donc ça c'est un choix pour le moment. Pour nous, il nous semble important que chaque référent SIG, chaque partenaire ait la maîtrise de son information géographique et qu'il ait la maîtrise de ce qu'il souhaite publier ou pas, de ce qu'il souhaite partager ou pas avec le département sur geomayen.fr et avec le géocatalogue et Géopal. Un autre type de question qu'on a eu, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis un filtre thématique Inspire dans le catalogue et c'est quoi Inspire? Et ça, on l'a eu plusieurs fois. Alors, on a dit, nous, on a travaillé essentiellement avec les EPCI, mais il y a d'autres, on connaît ou on travaille avec d'autres structures. Donc, on leur a demandé leur avis de façon ponctuelle, on va dire, on leur a envoyé le lien, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et on s'est rendu compte que c'était pas du tout une évidence, c'est quoi Inspire. Donc on essaye de répondre comme on peut et une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a publié il y a quelques jours une petite fiche didactique pour expliquer ce que c'est qu'Inspire, etc. Et bon, ça nous dit qu'on a encore du travail à faire. Une autre question qui nous a été posée, c'est pourquoi dans notre fiche de métadonnées qu'on considère si simple, il y a quand même les spécifications Inspire qui considèrent comme étant compliquées en anglais. Donc ils se demandent est-ce que c'est vraiment intéressant de les mettre sur la fiche de métadonnées. On se rend compte aussi par rapport à certaines métadonnées qu'il faut qu'on fasse un vrai travail de simplification dans le remplissage des métadonnées et peut-être d'orienter beaucoup plus sur les usages de la donnée en fait. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc peut-être en mettant des liens sur des utilisations, en faisant des témoignages sur comment les données sont utilisées, etc. Mais il y a une demande aussi de pouvoir faire des recherches avec les mots-clés directement en cliquant sur les étiquettes. Bon, en gros, on sent qu'il y a un gros travail encore à faire en vulgarisation, sensibilisation et surtout laisser de côté les détails trop techniques qui n'intéressent pas les utilisateurs. Et enfin, voilà, il y a aussi la question qui se pose du moissonnage de catalogue et dans certains cas, les données ne sont pas accessibles ou difficilement. Par exemple, les données carte au risque, certaines données qui sont réservées pour des raisons de sensibilité. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour que ça se soit partagé pour les acteurs du département qui en auraient besoin. Donc on voit qu'on a quand même de gros défis pour réussir à répondre aux besoins des utilisateurs, en sachant que l'information géographique, c'est au service de leurs compétences. Et il y a aussi d'autres défis qui sont, bon, par exemple, plus techniques, dans l'interopérabilité, aller plus loin dans la subsidiarité, donc résoudre les problèmes techniques de moissonnage, mais pas que. Tout ce qui est coordination entre les acteurs et l'organisation, on pense qu'il faut beaucoup plus loin. Et aussi avoir une vraie réflexion. La mutualisation, c'est pas un synonyme d'élimination, mais c'est vraiment un gros effort de coordination en fait. Et pour nous on sent qu'on a besoin de
mieux comprendre les services, tout ce qui est métadonnées de services, les services associés, les métadonnées CSW, etc. Et aussi dans la vulgarisation et la sensibilisation de l'utilisation de ces services. Et comment inciter au partage des données? Il faut encore motiver les gens, et donc une sensibilisation à une diffusion qui aille au-delà des obligations réglementaires. Il faut qu'on améliore les mécanismes de traçabilité du téléchargement pour que les gens soient moins frileux à permettre le téléchargement en dehors de geomayen.fr, en particulier avec l'utilisation des flux WFS. Et puis nous, on a toujours eu le respect des décisions. On consultait les gens, on leur expliquait comment déterminer leurs obligations, mais après, c'est eux qui prenaient la décision s'ils partageaient ou pas. Et on est bien conscient que le partage, c'est un apprentissage, que c'est fragile, et donc on pense il vaut mieux y aller progressivement et consolider au fur et à mesure. Et puis après les métadonnées, restera le travail autour des modèles de données. Donc, pour information, la plateforme est en ligne depuis le 23 octobre. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux répondre aux questions. Très bien. Merci beaucoup Ingrid d'être venue nous partager votre expérience qui, je trouve, est très riche d'enseignements. Donc je vous invite, j'invite tous nos auditeurs à se rendre sur geomayenne.fr, mais également ne pas hésiter à contacter Ingrid. Donc en attendant vos questions, donc que vous pouvez poser en bas à droite de votre écran, il y a un module qui est dédié aux questions, donc on attend vos questions. Avant de répondre, j'avais une petite question pour Marc concernant donc la directive Inspire. Inspire est souvent perçu comme un levier, donc notamment budgétaire, mais vécu aussi comme une contrainte technique. Et comment expliquez-vous cette ambivalence? Pour moi, c'est pas. Alors, je te donne la parole. C'est pas. Oui. Voilà, j'ai le son. Donc, en fait, c'est pas une ambivalence. Les lois sont des contraintes, et sont des contraintes parce que justement, le pur volontariat ne fonctionnait pas. Donc, c'est une contrainte. Ceci étant dit, c'est Henri Pornon, qui est un consultant d'excellence, a fait un billet il n'y a pas longtemps sur son blog disant, en gros, c'est une contrainte, c'est horrible, on n'en veut pas. Sauf que ce qu'on veut, c'est partager les données, trouver les données à partager, qu'elles soient décrites pour juger la qualité, etc., etc. Donc, oui, Inspire, c'est une horreur technocratique, on est bien d'accord. Sauf qu'en réalité, mettre en œuvre Inspire, c'est d'abord résoudre ses propres problèmes. Et c'est vraiment ça la priorité. Alors, il y a quelques éléments moi, qui me paraissent intéressants dans le questionnement d'Ingrid. Pourquoi mettre un filtre thématique Inspire? C'est en effet une bonne question. Personnellement, je pense que c'est plutôt du bruit en termes de communication, c'est-à-dire qu'on complique les choses. Nous, au ministère, on pousse à en fait parler des missions des gens et non pas des thèmes Inspire. Les thèmes Inspire, tout le monde s'en fiche, sauf moi. Moi, c'est mon métier. Par contre, les gens sont intéressés par la prévention des incendies, par la circulation, par leur vrai métier. Donc, on a beaucoup plus intérêt à parler des métiers des gens aux gens, et puis en back-office, dans les systèmes, faire en sorte de faire des correspondances entre les métiers des gens et les thèmes Inspire pour le respect réglementaire. Et pour ça, on a produit un thésaurus qui est en ligne sur le geocatalogue.fr. Ensuite, je pense qu'en effet, on pollue beaucoup dans nos fiches de métadonnées des choses qui sont là encore du bruit, du type les spécifications Inspire. Donc aujourd'hui, il y a un règlement qui est toutes les spécifications Inspire, et donc ça n'a pas besoin d'être exposé aux utilisateurs, en particulier pas à ceux qui saisissent les données. C'est en effet compliqué et assez souvent il y a des choses en anglais. C'est des choses qu'on peut remplir automatiquement et mettre en avant davantage des standards du CNIJ ou des standards de la Covadis, qui sont des standards français. Pour anticiper une deuxième question sur où on est dans l'harmonisation des modèles de données Inspire, en fait, ce n'est pas notre politique de considérer les modèles de données Inspire. J'ai passé plusieurs années à négocier des modèles de données les plus basiques possibles et les moins contraignants possibles, parce qu'on était dans un cadre européen, et donc par nature pas totalement adapté à nos besoins. Donc ce qu'on fait en France, c'est qu'on a des structures
standardisation qui sont le CNIJ et la Covadis, chacun dans leur rôle. Ils produisent des standards qui sont adaptés aux réalités et aux besoins des acteurs français, et on se charge, nous, à notre niveau, de s'assurer de la bonne correspondance. Et par exemple, alors que je pensais que le standard Inspire sur les réseaux enterrés était dramatiquement compliqué, on s'est rendu compte à la dernière réunion de la Covadis il y a 2 semaines qu'en réalité, il était parfaitement adapté à un certain nombre de besoins pour les gestionnaires de réseau. Et l'intérêt de tous ces standards, c'est là encore d'abord de gagner du temps, plutôt que passer énormément de temps à définir son modèle de données qui va être de toute façon pas interopérable. C'est beaucoup plus efficace de prendre quelque chose qui a déjà été fait puis de l'adapter. Voilà les quelques éléments que je pouvais partager avec vous à partir des questionnements d'Ingrid. Très bien, merci Marc pour votre réponse. Donc on a beaucoup de questions pour Ingrid et notamment pour la plateforme GeoMayenne. Donc une première question de Monsieur Dupont. Quel outil intermédiaire de catalogue de données avez-vous utilisé? Je vais vous donner la parole, Ingrid. Voilà. En fait, on n'a pas voulu faire. Bonjour. Oui, c'était. En fait, on utilise en interne les outils d'Esri, en fait, et donc on a choisi d'utiliser Arc Catalogue, qui à partir de la version 10 permettait de retrouver les champs Inspire, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc ça aurait été plus compliqué avant. Mais c'est juste pour la petite histoire. Nous, on a testé en interne à peu près 8 outils différents de catalogage. Donc entre la fiche Excel de l'IGN, QSphere de QGIS, Respire de GeoPicardie, etc. Donc c'est vrai qu'à une époque, la question de l'outil était un peu rédhibitoire. C'est un peu ce qui était expliqué en première partie par Marc Léaubé, c'est qu'à un moment donné, on voulait faire, mais on n'avait même pas les outils pour le faire. Donc maintenant, ça devient de moins en moins vrai, mais les outils ne sont pas toujours très ergonomiques et il y a quand même des fois des petites différences entre les champs. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Ingrid. J'espère que ça a répondu à votre question. Une autre question pour Ingrid. Est-ce que dans le cadre de votre plateforme, vous partagez aussi les études produites à partir des données cataloguées? Donc c'est une question de Sylvie de la DTT 95. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'on veut essayer, nous, de valoriser les usages qui vont être faits à partir des données. Mais on ne sait pas encore très bien comment le faire. Est-ce que ça va être dans les actualités? Est-ce que ça va être dans la cartothèque? Voilà, c'est à voir. Mais par contre, on a déjà publié les études qui ont servi à produire les données. Et par exemple, dans toutes les études pédologiques qui ont été faites en Mayenne, les études et les cartes sont disponibles dans la cartothèque, en fait. Très bien. J'ai plusieurs questions de Zoé Petit, donc animatrice de la plateforme GeoBourgogne. Donc pour GeoMayenne, au-delà de la relation technique avec les plateformes régionales et autres plateformes départementales, j'ai pas la fin de la question. Je vais peut-être donner la parole à. Ah ok, d'accord. Donc c'est en fait avec la fusion, comment est-il justifié donc au niveau financier d'avoir plusieurs outils départementaux, 2 plateformes et 2 plateformes régionales sur des thématiques géographiques Inspire? On pense que la réponse est dans la question. C'est que, déjà au niveau régional, nous, on ne peut pas donner notre opinion. Hein, ça, c'est une question. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme régionale Sigeloire, c'est une plateforme des services de l'État pour les services de l'État. Et il se trouve que parmi les données qu'ils diffusent, certaines sont grand public, on va dire. Et Sigeloire est moissonnée par Géopal, qui est une plateforme beaucoup plus ample. Donc la question de maintenir les 2 plateformes à l'échelle régionale, ça c'est plus, on va dire, une réflexion qui leur correspond. Et pour ce qui est des plateformes départementales, ce qu'on peut vous dire, parce qu'on a pas mal échangé avec GeoVendée depuis 2012 en fait, nous on ne considère pas qu'on soit une plateforme Inspire. Notre but, c'est pas de partager des données Inspire, même si ça nous permet, entre autres, de répondre à l'obligation de diffusion Inspire.
nous, avant tout, la plateforme à l'échelle du département, c'est de mettre au service des acteurs du département un outil de diffusion, mais au sens très très large. C'est un outil de partage de données géographiques qui sert à diffuser d'autres données au-delà des données qui peuvent être concernées par la directive ou pas. C'est un outil pour les aider, par exemple, à rendre des services du style, ils doivent transmettre des données à leur bureau d'études pour faire telle ou telle étude, ils peuvent récupérer de la donnée directement dedans, sur le territoire spécifique de la Mayenne. Et on peut mettre en place aussi, à la demande et en fonction des besoins qui sont très hétérogènes, parce qu'on a vraiment, on l'a dit au début, des situations qui sont très hétérogènes, on peut aussi mettre en place des services spécifiques. Par exemple, des petits outils très simples de remontée d'informations, des petits outils très simples de diffusion d'informations sur des thématiques spécifiques qui peuvent être relayées dans les plateformes locales, etc., quoi. Donc, et c'est aussi un outil au service de l'animation départementale. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est vraiment, on tourne autour de la production, et ça, c'est une thématique qui est vraiment très importante autour de la production de l'information géographique, comment on la booste, comment on motive les gens, comment on les accompagne. C'est autour de l'utilisation de l'information géographique et c'est autour de aussi une chose dont on se rend compte de plus en plus, on a une très grande proximité avec les acteurs du SIG et une très grande capacité de réaction en fait. Quand on a des demandes, on peut assez rapidement mettre en place des actions ponctuelles avec 2 acteurs, 10 acteurs, 20 acteurs, quoi. Donc c'est un peu, on n'a pas tout à fait le même champ d'action ou le même, la même, enfin les mêmes types d'interlocuteurs aussi. Nous, on est vraiment à proximité du terrain et on est à l'écoute des besoins et voilà, des gens à l'échelle locale. Je redis ça parce que je répète qu'on est vraiment un département rural, hein, avec, on essaye nous de respecter la subsidiarité de ce qui se fait à l'échelle locale et à l'échelle départementale, mais on est conscient aussi qu'on a des besoins qui ne sont pas forcément couverts à une échelle régionale. Merci Ingrid, je vais donner la parole à Marc qui voulait apporter un complément d'information. Oui, alors d'abord, j'aime beaucoup parce que Ingrid dit c'est pas une plateforme Inspire et tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'on essaye de faire avec Inspire. Donc, je préfère nettement effacer l'étiquette Inspire et avoir la pratique qu'Ingrid présente plutôt qu'avoir pas de pratique et puis une belle étiquette. Donc, pour répondre à la question perfide de Zoé, que je salue, en fait, il n'y a pas 2 plateformes, il y a 2 animations parce qu'on a des cibles différentes, on a des acteurs différents. D'un côté, le préfet anime les services déconcentrés de l'État, donc ça se fait entre nous. Et puis de l'autre, évidemment, il y a la relation avec les collectivités, mais en fait, c'est les mêmes serveurs, c'est les mêmes personnes qui gèrent les serveurs, c'est la même infrastructure informatique. Et donc, on mutualise et on rentabilise tous les aspects informatiques. C'est simplement les animations et la gouvernance qui est évidemment adaptée aux différents participants. Donc en termes de budget, c'est au contraire une assez belle économie. Très bien, merci Marc pour ce complément. Une dernière question donc de Monsieur Dupont qui s'interroge à savoir si la plateforme Géomayenne est-elle également dans une démarche open data en plus donc de celle dont vous venez de parler. Ingrid oui, j'ai pas entendu la question. Alors, la question est de savoir si Géomayenne est-il également dans une démarche open data. Ah oui, pardon. En fait, on n'a pas fait le choix dès le début de parler d'open data, même si vous regardez la diffusion des données, il y en a énormément qui sont grand public, en particulier des données produites, que ce soit par le conseil départemental ou le SDIS 53. Simplement, open data, ça demande encore plus de sensibilisation et de compréhension de ce que c'est. Donc, on a préféré dans un premier temps, et ça va au-delà de l'information géographique en fait.
Donc on est plutôt, on va dire, dans un partage de données assez ouvert, avec très peu de contraintes, hein. La seule contrainte qu'on demande, c'est de citer la source, ce qui est au final ce que demande la licence ouverte, en gros. Mais on l'a mis pour le moment comme une condition dans notre charte de partenariat, en fait, et dans les conditions d'utilisation de la plateforme, que l'utilisateur, d'une part, devait citer la source et aussi était responsable de l'utilisation des données. C'est un peu l'exemple qu'on a pris de ce que faisait GeoBretagne avant de prendre la licence ouverte. Mais on pense que se lancer dans une démarche d'open data, d'une part, ça demande vraiment une action de sensibilisation, de comprendre ce que c'est. Souvent, les gens ont peur du mot open data parce qu'ils ont peur de la réutilisation économique. Et on préfère avancer petit à petit que de se lancer dans un processus qu'on ne maîtriserait pas. Et par ailleurs, ça demanderait quand même encore plus peut-être d'interaction avec les utilisateurs. Et on n'avait pas les moyens pour le moment de faire ça. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on doit clôturer ce webinaire. Donc, merci à nos invités, merci à tous nos participants. J'espère que les interventions ont répondu à vos attentes. Je vous rappelle donc que la présentation sera envoyée donc, par mail dès demain, ainsi que le lien vers la vidéo de ce webinaire que vous pourrez partager au sein de vos réseaux. En attendant, donc, je vous donne rendez-vous en février prochain pour un nouveau webinaire et je vous invite vivement à nous suivre sur notre blog, blog.radiogeo.com. À très bientôt et merci Inspire.